Sachez que ce fruit a été cueilli à Carthage il y a 3 jours, tant l'ennemi est près de nos murs. Je vous dis et redis, delenda est Carthago, Carthage doit être détruite. Discours de Caton l'Ancien devant le Sénat en 152 avant Jésus-Christ, d'après les vies parallèles de Plutarque. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, que pouvait craindre Rome de Carthage ? Après tout, la deuxième guerre punique avait été une victoire romaine. Certes, le conflit avait été difficile, mais la victoire était revenue finalement à Rome. Et le traité qui avait été conclu en 201 avant Jésus-Christ était un traité qui visait à bien contrôler Carthage. Par exemple, la flotte de guerre devait être livrée. Ce fut fait, et elle a d'ailleurs été détruite sous les yeux de la population carthaginoise au large de la ville. Il était également prévu, pendant un demi-siècle, que Carthage paierait un tribut annuel à la République romaine, ce qui fut fait de manière extrêmement ponctuelle. Et enfin, le traité prévoyait que la politique étrangère et la politique militaire de Carthage étaient sous le contrôle romain et que toute action militaire de Carthage ne pouvait advenir qu'avec l'accord du Sénat de Rome. Donc la question se pose effectivement sur le fait de savoir pourquoi, au milieu du IIe siècle, la République romaine semble à nouveau craindre un renouveau de la puissance carthaginoise. Bien des hypothèses ont été avancées pour expliquer ce que l'on a appelé la troisième guerre punique. Est-ce que Rome a eu peur de la volonté de Carthage de gérer son économie avec dynamisme ? C'est vrai que Carthage disposait toujours d'une flotte commerciale et que l'économie carthaginoise s'était indéniablement relevée de la défaite de la deuxième guerre punique. Est-ce qu'elle craignait aussi les ambitions du roi de Numidie, Massinissa, qui régulièrement prenait divers prétextes pour grignoter le territoire carthaginois ? Et finalement, elle préférait directement contrôler ce territoire plutôt que de voir son ancien allié en prendre possession. Est-ce qu'elle pouvait redouter éventuellement des réformes démocratiques qui étaient débattues à Carthage ? Il est vrai que dans la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, il y a plusieurs partis à Carthage, dont un parti démocratique qui voudrait donner plus de poids au peuple carthaginois par rapport à l'aristocratie marchande. Bref, il y a peut-être effectivement toute une série de causes. Ce qui est la plus probable, c'est peut-être celle qu'avance Polybe, l'historien Polybe, qui est un contemporain des événements, et qui affirme, peut-être avec raison, que, au fond d'elle-même, la République romaine avait une crainte toujours de Carthage, que le souvenir d'Hannibal, que le souvenir des 2 premières guerres puniques était présente, et que, pour s'affirmer en Méditerranée, les élites romaines, ou du moins une partie d'entre elles, étaient convaincues qu'il fallait réduire définitivement Carthage. Parmi ces élites se trouvait l'homme dont j'ai cité tout à l'heure un extrait du discours avec le fameux « Carthage doit être détruite ». Il s'agit de Marcus Porcius Cato, mieux connu sous le nom de Caton l'Ancien ou Caton le Censeur. Il appartient à cette élite romaine conservatrice, mais qui était également extrêmement patriote, même si évidemment le mot est quelque peu anachronique, mais en tout cas qui est très attaché à la grandeur romaine. L'homme représente un parti qui finalement veut affirmer Rome en Méditerranée. Ne faisons pas de ce parti un parti totalement obtus.
C'est vrai que c'est un parti conservateur, c'est un parti qui souhaite ne pas modifier les règles sociales de la société romaine, mais c'est un parti qui sait aussi compter les atouts et les difficultés d'éventuelles actions extérieures. Or, il se trouve que Caton l'Ancien avait fait partie d'une mission envoyée à Carthage pour arbitrer un conflit, un énième conflit entre le roi Massinissa et la cité punique. Et il s'était aperçu, avec l'ensemble de la délégation du Sénat romain, que le port fonctionnait à merveille, que le port de Carthage était prospère, qu'il était l'illustration d'une économie qui fonctionnait bien et d'une flotte marchande qui était extrêmement active dans une très grande partie du bassin méditerranéen. Alors même si l'anecdote de la figue, ce fruit qu'il aurait ramené de Carthage et qu'il aurait présenté devant le Sénat, est apocryphe et a été inventé pour faire finalement les besoins de la cause, il n'en reste pas moins vrai que Caton l'Ancien n'a cessé entre 152 et sa mort en 149 de prévenir ses collègues du Sénat qu'il fallait se méfier de Carthage et détruire Carthage. Il terminait chacune de ses interventions, quel qu'en soit le sujet, par la fameuse phrase « Delenda est Carthago », Carthage doit être détruite. Aussi, en 149, un incident va provoquer ce que l'on va appeler la Troisième Guerre punique. À la suite d'un incident de frontière entre le roi Massinissa et Carthage, Rome avait été appelée à arbitrer. Et cette fois-ci, Carthage avait pris les devants. Elle avait effectivement employé la force contre les Numides, ce qui était en violation du traité de 201. La commission romaine était arrivée avec des troupes et elle débarque au printemps de 149 au bord de la ville punique. Elle exige une première chose, que l'on livre 300 otages, pris dans les meilleures familles de la ville. Le Sénat carthaginois s'exécute. Deuxième exigence, il faut donner l'ensemble des armes qui se trouvent dans la ville. Le Sénat carthaginois accepte encore cette décision qui, tout de même, désarme la cité. Mais finalement, Rome va se montrer impitoyable puisque une troisième exigence va être avancée et qui nous est rapportée par Appien. Voici cette exigence. Quittez Carthage, transférez vos habitations en quelque lieu que vous voudrez, pourvu que ce soit à 80 stades de la mer. 80 stades, c'est-à-dire environ une quinzaine de kilomètres. En prenant cette décision, Rome brisait bien sûr l'activité maritime de la ville, parce que le port de Carthage allait devenir un lieu sans intérêt, situé loin d'une ville reconstruite. Cette exigence romaine ne peut être acceptée, et les Carthaginois refusent d'obtempérer. Ils se préparent désormais à la guerre. Les historiens antiques nous disent d'ailleurs que dans les ateliers de Carthage, on construit et on édifie des armes. On parle de 100 boucliers par jour, de 300 javelots, de boules pour envoyer en catapulte sur les assiégeants. Bref, on se prépare à la guerre. Cette guerre, Rome va devoir la mener pendant 3 ans parce que le siège de Carthage, qui débute donc en 149, va durer exactement 3 ans. Cela est long. Après tout, Alexandre le Grand lui-même s'était heurté lors du siège de Tyr à une résistance populaire qui lui avait fait mettre 7 mois pour prendre la ville de Tyr.
Eh bien là, les Romains devront mettre 3 ans. Il faut dire que le commandement romain est au début de ce 3e conflit extrêmement médiocre, pas à la hauteur, la ville n'est pas totalement encerclée, qui plus est, les Puniques réussissent à faire des sorties qui portent des coups aux troupes romaines, et donc il faut attendre 147-146 pour qu'enfin un homme à la hauteur de la terrible mission qui lui a été donnée soit nommé. Il s'agit de Scipion Émilien. C'est le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain. Lui fait un blocus total de la ville et à une date qui nous échappe, mais qui se situe au cours du printemps de 146, eh bien, il peut donner l'assaut à la ville. Appien va nous décrire l'assaut de cette cité. Les combats sont absolument terribles parce que une fois les défenses franchies par les légionnaires romains, on assiste pendant 6 à 8 jours à des combats de rue terrifiants. En effet, il y a une résistance populaire. Les populations de Carthage, femmes, enfants, vieillards, nous dit Appien, lancent des briques, des tuiles depuis les toits. Les Romains sont obligés d'avancer pas à pas, de se battre maison par maison, d'utiliser le feu, d'utiliser des grands crocs pour essayer d'abattre les murs et que les populations soient finalement ensevelies. La ville est donc détruite. Le vainqueur a réussi finalement à faire son action, à mener son action, mais cet intellectuel qui était Scipion Émilien a pleuré en voyant le spectacle. Et là encore, tournons-nous vers Appien. En voyant la ville de Carthage ainsi détruite de fond en comble, on dit que Scipion versa des larmes et l'on vit qu'il pleurait sur le sort de l'ennemi. Après être resté longtemps perdu dans sa méditation, songeant que les cités, les nations et les empires sont tous, comme les hommes, voués au déclin par la divinité, il cita intentionnellement, ou comme sans le vouloir, les vers que voici. « Un jour viendra où elle périra la sainte Ilion, et avec elle Priam et le peuple de Priam à la bonne lance. » Polybe lui a demandé d'expliquer pourquoi il avait cité ces vers. Scipion répondit qu'il redoutait qu'un jour, ce fût Rome qui connût ce sort.